c'est de la musique énervée, hein, donc entre deux morceaux, on entend « Fred ! Je me retourne, il me fait... Et il avait la gerbe, quoi. Il avait la gerbe totale, il fallait qu'il sorte, quoi. Il fallait qu'il sorte de scène, sinon il dégueulait sur scène. Et donc il m'explique ça vaguement. Et donc la sortie de scène était derrière un rideau noir, donc ça s'est pas trop vu. Et donc il sort, et là j'étais là comme un con, il va falloir que je meuble là. Dans les films, les séries, dans nos écouteurs, nos casques ou nos enceintes, dans nos vies, la musique joue un grand rôle à nos côtés. Elle nous guide, nous charme, nous transporte, ou nous saoule quand c'est du rap à 2 balles craché par des baffes saturées, des lascars qui roulent fenêtre ouverte. D'ailleurs, pourquoi c'est toujours la musique bas de gamme? À quand une Kyra qui fait péter son ampli sur du Mozart ou du Otis Redding? En tout cas, nous ne lui sommes pas indifférents. Alors, vous l'aurez compris, j'avais envie de parler musique. Aujourd'hui, avec Fred de Nuit, mon invité, nous parlons donc de synthwave. La synthwave est un genre musical qui se joue du temps avec une certaine ironie. Comme tout mouvement artistique, il nous vient par vagues. Les fameuses waves donc. Pour ce qui est du synth, de synthétiseur, ma sensibilisation à lui est venue de Vangelis et du vinyle de Chariot de Feu qu'avaient mes parents. J'ai retrouvé la musique du compositeur grec dans le chef-d'œuvre de Ridley Scott, Blade Runner. Le synthétiseur usé jusqu'à la moelle dans les années 70 et 80 est tombé en désuétude dans la décennie suivante. J'y ai personnellement repris goût, peut-être alors par nostalgie, grâce au jeu vidéo Mass Effect. Plus récemment, c'est la série phénomène Stranger Things qui a remis au goût du jour ce genre que l'on nomme à présent néo-rétro. En effet, ces dernières années, la synthwave a explosé avec des artistes comme Mega Drive, Daniel Deluxe, Carpenter Brut ou Perturbator. Le duo Nuit a d'ailleurs récemment fait la première partie de ce dernier. Fred, son créateur, vient nous parler de ce genre musical revenu d'outre-tombe pour hanter nos esprits de ses riffs lancinants et ses compositions atmosphériques. Pourquoi une reprise de Never Let Me Down Again de Dépêche Mode? T'étais ou t'es fan du groupe? Ah ouais, tu commences sans transition en fait. Ouais, carrément. Ouais, une reprise de Dépêche Mode parce que, alors déjà, il faut se rappeler qu'on est 2 dans le groupe et on s'est assez vite retrouvés sur ces influences-là. J'étais pas un grand fan de Dépêche Mode avant, très récemment en fait, j'ai découvert sur le tard, bien après tout ce que j'ai écouté. Et je connaissais en fait que les tubes, quoi. Des classiques, et ouais. en écoutant un album entier, j'ai découvert un univers vraiment chouette qui m'a plu autant au niveau de la prod qu'au niveau des textes, qu'au niveau de l'ambiance que ça dégageait, de la composition, de la mélodique aussi. Les harmonies, je les trouve vraiment intéressantes. Et c'est dark en plus. Donc, Et c'est dark, ouais, complètement. Ouais. C'est un univers qui me parlait bien. Et on avait commencé à bosser ce morceau pour le live, à la base juste pour nous, voilà. Et il s'est avéré que, je crois que c'était en 2022-2023, non, ouais, il y a eu la série The Last of Us qui est sortie, ouais. et qu'on mis ce morceau-là, la version Dépêche Mode évidemment, Okay. dans la BO, Okay. et ce morceau a été redécouvert par toute une génération. Ok. Et on s'est dit que nous on l'avait enregistré en fait en cover, il était prêt, on s'est dit il faut qu'on le sorte maintenant, c'est un peu con, on va profiter du truc. Ouais. Et en fait voilà, c'est pour ça qu'on l'a sorti, c'est pour ça qu'on le joue toujours, parce qu'en fait il a été redécouvert par plein de gens, et ça fonctionne toujours très bien en live du coup, quelles que soient les générations qui viennent nous voir, voilà. Ouais. Donc c'est assez chouette. Ça fait un lien entre générations. Ouais, carrément, c'est ça. Je préfère pas trop en parler, c'est une petite douleur perso. En fait j'ai pas de problème. J'ai co-dirigé le jeu vidéo. Ouais. Et du coup, quand la série est sortie, j'ai fait peut-être qu'ils vont m'appeler pour faire la série. Et j'attends encore le coup de fil. Ouais, d'accord, ok. Dans les nouvelles compos, j'ai entendu du Nine Inch Nails sur Rays and Signs notamment. Ouais. Une autre source d'inspiration? Ouais, Nine Inch Nails, beaucoup. Ça, j'ai écouté beaucoup il y a très longtemps, et je continue d'écouter encore de temps en temps. C'est Nine Inch Nails, c'est la prod, quoi. C'est un duo, voire trio, plus tout dépend qui on compte dedans, mais c'est un peu à caractère mouvant. Bon, c'est Trent Reznor et Atticus Ross, mais c'est d'abord, ils ont amené une façon de produire qu'ils ont puisé dans plein de choses, mais qu'ils ont agrégé et qu'ils ont rendu, qu'ils ont même démocratisé, on va dire. Ils ont démocratisé une partie de l'indus.
C'est un univers aussi très intéressant parce que il va varier de choses qui vont aller vraiment sur des rythmes saturés, sur des beats très travaillés, alambiqués, des grosses grattes, à des phases hyper posées, piano-voix, voilà, et qui restent hyper cohérentes. Et j'ai toujours trouvé ça très intéressant, quoi. Ouais, j'ai pas mal écouté. Il fut un temps. J'ai ma période Nin, comme tout le monde, hein, je pense, que j'ai découvert, moi, avec le générique de Seven. Ouais, ok. Donc là, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue, c'est trop bien. Donc je me suis intéressé à eux comme ça. Puis effectivement, ils ont pas mal fait de bandes originales de films, de séries derrière. Ouais. Je viens de finir une série qui s'appelle Shogun. Ouais. Et c'est Atticus Ross qui fait la musique. C'est Atticus Ross qui fait la musique, parce que alors il reste un épisode, je crois, de Shogun, parce que je suis avec dessus. son frère, je crois. Je suis dessus aussi à fond depuis que c'est sorti, j'ai trouvé ça super. C'est vachement bien. Et je savais pas du tout que c'était Atticus Ross qui faisait la zik, tu vois. Pour moi, c'était Ramin Djawadi. J'ai dû confondre avec Game of Thrones. Ouais, mais il a fait plein de trucs après. Il a fait des trucs récemment. Il me semblait que c'était lui qui avait fait aussi ça. Mais ils sont 3, je crois, et il y a 2 Ross, donc il doit y avoir son frère. Ouais, d'accord. Ok. Et puis un 3e, je sais plus qui c'est. Alors, à part la nuit mal orthographiée, ça veut dire quoi, nuit? Nuit, c'est un des noms non. Bref, c'est un des noms de la déesse du cosmos d'Égypte ancienne. Okay. J'ai toujours été fan de trucs... mythologiques? Non, plutôt sur le spatial, sur la SF, etc. Ok. Et je cherchais un nom assez simple, court, qu'on retienne assez facilement, qui soit pas déjà pris. Bon, voilà. On a tourné un peu. Et puis quand on a monté le projet avec Alex, ça lui a parlé tout de suite aussi. Voilà, donc, vous êtes retrouvés là-dessus? Ouais, on s'est retrouvés là-dessus. On a dit, vas-y, on part là-dessus. Mais à la base, c'est quand même... c'est toi qui as initié le nom? Oui, l'idée de base venait de moi, mais bon, fallait qu'on soit quand même d'accord sur le nom du projet. J'imagine. Voilà. Pour les t-shirts et tout, après, c'est la loose. On n'est pas encore sur le merch, mais il y en a un qui n'est pas d'accord. Ouais. Donc, Nuit, c'est un duo que tu formes avec Alexia. Ouais, c'est ça. Qui en est à l'origine? Comment vous êtes rencontrés? Comment le groupe s'est formé? À l'origine, c'est moi. C'est un groupe de Covid. C'est un projet de Covid, comme beaucoup de projets récents. Ouais. J'étais 6 mois chez moi à rien foutre. J'avais ramené... du coup, je suis allé chez mes parents qui avaient plus de place. J'avais mon studio de l'époque là-bas, dans lequel j'ai enregistré et mixé des groupes pendant plus de 10 ans. Voilà. Okay. Et donc, j'avais mon setup, j'avais un jardin pour me détendre. Et en fait, j'ai fait de la musique pendant 6 mois. J'avais pas prévu de remonter un projet du tout, mais le temps faisant a créé l'envie, en fait. Et j'ai décidé de me plonger dans des configs que je connaissais pas du tout, à savoir tout ce qui est synthé, tout ce qui est boîte à rythme, ce genre de choses. Tout en VST, parce que j'allais pas acheter juste pour tester. Et en fait, je trouvais ça vraiment intéressant, parce que ça m'a forcé à sortir de ce que j'avais l'habitude de faire, parce que je viens plutôt du rock, du métal, donc la guitare. Et donc d'écrire de manière différente et de me forcer à faire des choses différemment, avoir des process, des workflows un peu différents. Et c'est comme j'avais le temps, voilà, je me suis lancé là-dedans. Ça a fait des trucs qui m'ont plutôt plu au début, un peu différents, pas forcément très cohérents. Donc c'était un peu l'enjeu après, quand j'ai voulu en faire un projet, de mettre un peu de cohérence dans tout ça. Et je me suis vite rendu compte, après avoir testé la formule tout seul sur scène, sur une première scène en 2020, que c'était pas cool de faire de la scène tout seul. En fait, moi, ça m'emmerde. Je voulais partager ça avec quelqu'un, et puis même dans le processus créatif, essayer d'avoir un échange, parce que sinon on tourne vite en rond, enfin on se retrouve face à soi-même, c'est moins intéressant. En tout cas pour moi. Et donc j'ai cherché quelqu'un qui avait un peu le même profil, mais qui serait plutôt orienté
musique électronique pour avoir une profondeur, des connaissances sur ce genre de son que j'ai pas. En faisant quelques recherches sur le net, je suis tombé sur le travail d'Alexia que j'ai trouvé super. Donc je l'ai contactée. On s'est vu une fois, elle m'a fait patienter un peu et finalement elle m'a dit ouais, en fait elle a déjà beaucoup de projets, mais elle m'a dit après que en fait ça la branchait carrément, mais qu'elle voulait être sûre d'avoir le temps et voilà. Et donc on a commencé à bosser ensemble, d'abord sur les compos que j'avais fait, et puis sur ce dernier EP là, c'est vraiment des compos qu'on a fait à deux quoi, autant elle que moi, et on se partage le lead parce qu'elle est aussi très bonne chanteuse, très bonne guitariste. Donc en fait, on se retrouve sur plein de trucs, mais on a des influences à la fois très communes et à la fois très différentes. Et c'est une complémentarité qui marche vraiment bien, avec laquelle on s'épanouit beaucoup. Et ouais, c'est très chouette. Ouais. Avant ça, tu faisais des prods, t'as dit? T'avais dans ton petit studio? Ouais. Ouais. Et essentiellement rock et... Ouais, rock, varied. J'ai fait du hip-hop aussi, du hip-hop anglo-saxon. Ouais. C'est un groupe en fait qui avait un chanteur qui venait du Malawi, qui chantait en anglais, mais qui avait un backing band qui était dans le coin de là où je taffais. Okay. On s'est rencontrés par diverses connexions pro et puis des projets où en fait les groupes rock plus alternatifs, ils savent plus précisément ce qu'ils veulent. Ils attendent un petit peu d'être guidés, mais c'est pas du tout le même travail qu'avec un projet de chanson rock, par exemple, où t'as vraiment une commande de faire la réal, quoi. Donc les deux sont hyper intéressants. Mais voilà, donc plutôt rock, ouais. Comment se porte la scène rock en ce moment, française? Je t'avoue que j'en suis un peu déconnecté depuis longtemps. Ouais. Là, je reprends avec ce projet-là des concerts, etc. Je saurais pas te dire comment se porte la scène rock en réalité. Hein. Moi, je fais mon truc un petit peu dans mon coin avec Alex. On sait que il y a beaucoup de groupes de rock, plus que il y a quelques années. Ok. Ça revient un peu chez les jeunes générations. Quand tu dis rock, c'est chouette. Ouais, rock, vraiment même qui vont reprendre du truc rock old school. Enfin, tu vois, qui vont vraiment être dans une vibe où ils refont du Led Zepp en plus bourrin ou ce genre de choses. D'accord. J'en vois beaucoup. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai un biais par mes fréquentations et tout ça, mais en fait, je suis surpris de voir qu'il y a quand même beaucoup de groupes de 20 piges qui font ça, quoi. Et c'est cool, hein. Enfin, pourquoi pas, quoi. Enfin, voilà. T'as des clubs, tu sais, là où on a joué récemment, là, le Supersonic, ils font 3 groupes de rock tous les soirs. Ok. H20, toute l'année, quoi. Ouais. Donc, il y a matière à. Ça blinde. Ils blindent tout le temps. Donc, en fait, oui, il y a toujours une scène rock qui existe. Voilà, je te parle que du petit milieu parisien dans lequel je sors en ce moment, mais en réalité, je suis sûr que ça c'est pareil un peu partout, quoi. À la radio, tu te promènes, tu t'entends que du R&B en fait. Ah ouais, mais j'écoute plus la radio. Tu te dis, non, moi non plus, mais tu te dis le R&B a bouffé tout ce qui était R&B, beaucoup de rap aussi, rap français. Ouais. C'est sûr que c'est les trucs qui se streament le plus, qui se vendent le plus, hein, on est d'accord, ça c'est évident. Mais quand je te parle de la scène rock, je la compare à ce qu'elle était au début des années 2010, où après que tu aies eu cette espèce de revival dans les années 2000, c'est quand même un truc un peu moribond, hein, voilà. Mais après, tu as toujours eu une scène rock, tu as toujours eu une scène métal. Tu regardes la fréquentation des gros festoches métal. Voilà. Et c'est pas le seul. T'en as de plus en plus. Et donc, t'as toujours un public. T'as des jeunes générations, c'est pas que notre génération ou les plus vieux qui y vont, quoi. Donc non, je pense que faut pas signer l'acte de décès des Zika Gratt si vite que ça, mais voilà, effectivement, t'as d'autres styles qui en tout cas commercialement, qui ont pris déjà depuis longtemps l'ascendant sur les musiques alternatives, les musiques à gratte, quoi. Ouais. Et de la gratte, comment t'en es venu au synthé? Ah bah ça, je te dis, c'est vraiment à l'occasion du passage
avide du Covid, on va dire, et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire que j'ai jamais fait? Ok, les synthés, j'ai jamais exploré, il y a toujours eu des sonorités qui m'ont intéressé, donc j'ai commencé par prendre les émulations de vieilles machines qui avaient été utilisées sur tous les Scud des années 80, en me disant, avec quoi ils bossaient les mecs à l'époque, et je me suis même mis au départ une sorte de ligne de conduite, c'est-à-dire je me dis je mets pas plus dans ma session, je mets pas plus de 2 synthés ou 3 synthés différents et je vais faire tout avec ça pour être sûr pour aller chercher en fait de la créativité, pas par l'abondance d'offres que tu peux avoir, parce qu'aujourd'hui tu as tellement de trucs, tellement de plugs, tellement de presets, de trucs qui sont tu peux te perdre et passer ta vie à faire preset suivant et écouter les sons que ça sort, et en fait c'est pas hyper intéressant. Il y a un côté plus intéressant dans le fait d'avoir quelques presets, une limite, et parce que tu es obligé du coup de trouver des astuces pour la contourner. C'est là que tu deviens un peu plus créatif, c'est là que tu crées des accidents. Enfin, c'est toujours en son comme ça que ça fonctionne le mieux. Enfin, en tout cas pour moi et pour d'autres avec qui j'ai pu discuter, c'est souvent comme ça qu'on trouve des choses intéressantes. Donc je me suis mis cette limite-là, puis je suis plus ou moins toujours resté là-dessus avec... j'ai pris... d'autres trucs de temps en temps, mais voilà, c'est cette logique-là de tu t'es dit, allez, je fais comme si j'étais en 1984 et pas exactement, et je vais pas au-delà. Exactement, non, j'ai pas poussé le vice à être puriste comme ça, hein. Enfin, je bosse avec un DAW, enfin, tu vois, avec un séquenceur classique, comme on utilise tous maintenant, à pouvoir refaire les pistes autant que tu veux. Enfin, j'étais pas sur bande, comme dans les premiers studios où j'ai bossé, où j'ai fait mes stages, où là, c'était marrant, mais c'est pas du tout le même. C'est vite limité au niveau technique, ouais. C'est un autre truc, la bande. Il y a un cachet, c'est comme la pellicule pour les films. Ouais, alors il y a ce truc-là au niveau du son, mais je trouve que c'est plus sur le process. C'est comme le matos analo. Ouais, il y a le truc au niveau du son et au niveau mais c'est plus le process d'avoir l'accès direct au potard, d'avoir une autre façon de bosser. Parce que tu es moins dans l'écran, t'es moins dans les courbes, mais après au niveau du son maintenant les émules, très honnêtement faut vraiment pinailler pour dire que l'analo sonne mieux que l'émule machin. En fait si tu bidouilles un peu t'arrives à peu près au même résultat, et voilà. Mais par contre sur le process c'est vraiment différent. Quand j'ai commencé à bosser sur console SSL dans mon stud, là, en 2010, on avait acheté une SSL, une grosse 96 voix numérique. Le matos, ça a un aspect important, mais pas que sur le son, quoi. Ça rentre dans le process créatif. Dans le process, ouais, complet. Je rassure un peu tout le monde, je mettrai des notes pour tout ce qui est potard, plugin, preset, DB, tout ça. Je me suis demandé à quel point il fallait rentrer dans l'explication, la vulgarisation. Je parle normal, et puis je t'écrirai tout ça en bas. C'est quoi la synthwave pour toi? C'est le passé qui rencontre le présent en quête d'avenir? Ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est de la nostalgie beaucoup, hein. À la base, c'est ces sons justement de vieilles machines, de vieux synthés qui reviennent. C'est beaucoup de BO aussi, je crois, hein. Enfin, ça vient quand même beaucoup de la BO des films des années 80, Carpenter et tout ça. Enfin, t'as quand même beaucoup de choses qui viennent de là quand on écoute la synthwave d'aujourd'hui. Ce côté vieille VHS aussi, les mecs vont jusqu'à reproduire les aléas d'une bande qui va pas droit pour sentir un peu cette espèce de modulation. Enfin, t'as plein de choses comme ça. Donc je pense que c'est beaucoup de nostalgie avec une envie de retrouver, de retraduire quelque chose du présent en fait. Ce truc un peu dark, parce que souvent la synthwave, à l'époque, t'avais ces trucs un peu planants, mais là, il y a de plus en plus tous les artistes de synthwave, maintenant beaucoup de darkwave, quoi, en fait, vont vers des univers un peu vraiment, vraiment très sombres. Je pense les trucs planants, on pense à Vangelis par exemple, quand tu parles de dark, effectivement, on pense au film de Carpenter, dont il faisait lui-même la musique, et tous les films d'horreur avec des synthés un peu glauques, même les Halloween. Tout à fait. Ça rappelle ça, les Freddy Krueger, tout ça.
Et même, Vangelis, pour moi, c'est Blade Runner. Enfin, Bien sûr. il y a le... t'as pas vu ça samedi, mais sur toutes les intros de nos concerts précédents, c'était en fait jouer le thème de Blade Runner à la gratte avec les sons de synthé de Vangelis. Avec, en plus, j'avais poussé le truc jusqu'à foutre le petit monologue de fin de Descartes. Ouais. Non, j'ai oublié le nom du l'androïde. Celui qui meurt à la fin, là. Rutger Hauer. Voilà, c'est ça. Et donc, on avait fait ça, mais bon, on s'est lassé au bout d'un moment parce qu'on l'avait fait 40 000 fois en concert, donc on a changé d'intro. Mais, merde, tu arrives au mauvais moment. Mais non, mais on la remettra, en fait, c'est l'intro d'un morceau, et on la remettra quand on fera des sets plus longs, où on aura le temps parce que là, on avait 40 minutes, donc on a évité de bouffer 3 minutes avec ça. D'habitude, vous aviez plus ? Ça dépend, en fait, ça nous arrive de faire jusqu'à 55. Mais moi, je suis plus à l'aise sur les sets longs. Mais souvent, on fait des first parts, des premières parties, pardon. Donc, on est limité par le temps, ou même en festival, tu vois, tu sais que tu vas avoir un timing un peu court, quoi. Donc il faut faire efficace, faut convaincre. C'est comme les discours aux Oscars, t'as le micro qui s'en va. Non, mais c'est ça. Puis en même temps, c'est vrai que là, pour le début du projet, c'est très bien aussi parce qu'il faut convaincre, faut pas emmerder les gens. Donc le fait d'avoir un set un peu ramassé où il n'y a pas de temps mort, etc., c'est quand même c'est quand même plus efficace au début de faire comme ça. C'est quoi la dynamique sur vos créations ? Il y a un leader de qui partent les idées ou c'est 50-50 ? Maintenant, ça devient de plus en plus 50-50. Au départ, c'était vraiment moi. Parce qu'il y avait beaucoup de morceaux que j'avais fait avant. Et puis Alex repasse dessus en me proposant des trucs, en amenant des nouvelles idées, en changeant un peu la perspective. Et maintenant, il y a 2 morceaux qui sont partis entièrement d'elle sur le dernier EP. Et c'est moi, à l'inverse, qui est complété, et ça donne des trucs vraiment intéressants parce qu'elle s'attend pas à ce que je vais faire. Elle pensait que j'allais aller dans une direction, en fait, je prends autre chose. Et elle trouve ça cool. Et moi, inversement, tu vois, quand... T'as pas déstabilisé, au contraire ? Non, moi, je trouve ça super. Enfin, T'attendais que ça, en fait. J'attendais que ça, exactement, d'avoir un truc qui me surprenne, quoi. Donc, quand elle arrive avec des idées et que je trouve toujours, quasiment tout le temps bien... c'est génial. Et en plus, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est tous les deux, ingé son. Elle fait beaucoup de prod. Elle fait ça pour des jeux vidéo, pour des expos. Et donc, elle fait plein de trucs de sound design. Et en fait, c'est hyper utile. Et on a le même vocabulaire. On s'échange les sessions facilement. Enfin, tu vois, c'est un truc. C'est un truc qui permet quand même de bosser vite et on se comprend vite aussi. C'est surtout ça. Quand on entend un truc, on a le même réflexe prod. Donc en fait, quand on va entendre qu'un truc fonctionne pas en termes de structure, etc., on est assez vite d'accord sur le fait que pourquoi ça fonctionne pas et comment est-ce qu'il faudrait que ça fonctionne. Donc c'est pas mal. Ça évite des débats que j'ai pu avoir avec d'autres musiciens qui étaient vraiment purement musiciens dans mes projets précédents, qui voyaient pas ce truc-là. Et donc, qui pour eux voyaient vraiment uniquement un prisme musique. Alors c'est bien aussi, hein, mais le prisme prod pas du tout. Et en fait, c'est plus compliqué parce qu'il faut expliquer, faut amener les choses pour que ce soit compris. Et voilà. Mais tu trouvais que ça manquait avant et maintenant tu l'as. Ouais. Là, c'est un vrai plaisir de bosser avec elle. C'était un plaisir de bosser avec les autres aussi avant, mais c'est pas là, il y a un truc qui est beaucoup plus efficace. Ouais, puis naturel, j'ai envie de dire. Et naturel, ouais, complètement. Ouais. C'est quoi un EP ? C'est entre le single et l'album. C'est-à-dire, c'est pas assez long pour un album, c'est trop long pour un 2 titres. Voilà, ça dépend en fait. En gros, je crois que toutes les boîtes de streaming ont une définition différente. Donc, il y en a qui disent au-dessus de 7 titres et de 30 minutes, c'est un album. CF, une boîte de streaming avec un petit rond vert. D'autres, c'est à partir de 2, c'est un album. Enfin, voilà, il n'y a aucune cohérence entre les fournisseurs. Ouais.
Aujourd'hui, en gros, un EP, c'est 4-5 titres, c'est une album. demi-heure. Ouais. Voilà, c'est ça. Votre premier EP, il fait combien de titres ? Le premier EP, il fait 6, je crois. Et le deuxième ? Et le deuxième, 5. Okay. Avec un titre un peu plus long qui fait 7 minutes. On fait des morceaux plutôt longs, nous, généralement. Là, je vais jouer prochainement pour un groupe de rock. Là, je pars en tournée, je remplace un guitariste. Okay. Sur un set de 45 minutes, on fait 19 morceaux. Avec Nuit, sur un set de 45 minutes, on fait 8 morceaux grand max, quoi. Ouais. Tu vois, là. Ah oui, c'est des morceaux de 2 minutes, quoi. Ouais, ça, c'est 2-3 minutes. Donc voilà, Ça à fond les ballons pendant 3 minutes et... Ouais, enfin, c'est des morceaux courts, quoi. Mais donc voilà, en fait, tout dépend de la durée de ton morceau. Voilà, un EP, ça peut faire 10 morceaux, hein, au final. Ouais. Ok. C'est quoi le cheminement aujourd'hui pour un musicien qui veut se faire entendre, sortir un EP, puis un album, avec des concerts entre les deux ? Moi, c'est surtout la scène, je dirais. En réalité, oui, il faut sortir du son, parce que il faut que les gens puissent se référer à un truc qu'ils ont bien aimé quand ils t'ont vu sur scène, et puis se rappeler de toi, et puis enfin, c'est hyper intéressant de faire du son en studio. Je suis le premier à le penser, à le vivre comme ça. Mais aujourd'hui, je pense que la place des groupes, des musiciens a un peu changé dans la société en général. Je pense que c'est un truc qu'on ne saisit pas encore, parce qu'il y a encore cette survivance de gros blockbusters, de stars, etc. Qui est une survivance des années 80-90, avec ça continue avec le hip-hop, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, aujourd'hui, de fait, il y a beaucoup plus d'offres de qualité, beaucoup plus de possibilités de diffuser par les plateformes de streaming. Enfin, tu peux être écouté... t'as un petit groupe, tu sors ton truc sur TuneCore, même si tu l'as fait toi-même, ça peut être super, tu peux être écouté partout. Donc ça, c'est vraiment différent. Sur l'économie, c'est encore un autre sujet, hein, mais on pourrait en parler après si tu veux. Mais sur le process de se faire entendre, se faire découvrir, je pense que c'est la scène qui est essentielle, vraiment, parce que il y a tellement de prod de qualité aujourd'hui, il y a tellement de groupes, qu'en fait, ce qui compte, c'est l'énergie que tu vas passer devant une audience, etc., quoi. Enfin, c'est un public qui va te renvoyer un truc, tu vas évoluer aussi comme ça, parce que ça, c'était vrai avant aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai parce que, comme je te disais, la place du musicien, c'est plus d'avoir comme objectif d'être hyper connu partout, d'être une star, machin. C'est un truc qui était auquel beaucoup de gamins, dont moi, rêvaient à un moment, parce que c'est par ça que tu viens, tu vois. C'est par ça que tu découvres la zik. Mais en réalité, je pense qu'elle a plus une fonction à l'ancienne, en fait. Finalement, on revient presque au troubadour, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu as plein de musiciens locaux qui vont animer plein de soirées partout, dans tous les sens, et qui sont fréquentés. T'as toujours du monde au concert, de plus en plus, un peu partout en France. Alors, il y a un peu moins de salles, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fermé récemment. De petites salles, hein, j'entends. Mais t'as toujours une émulation autour de ça. Je pense que le rôle du musicien va revenir un peu aussi grâce à cette multitude de groupes et de projets qui existent, à un truc presque plus naturel pour moi, je dirais, en fait. Tu vois, moins, entre guillemets, capitaliste de la musique. Et puis en recherche de Star System et de... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux faire vivre ton projet. Alors, en vivre, c'est autre chose. Tu peux faire vivre ton projet très, très bien à petite échelle, en fait. Et faire beaucoup de dates, faire découvrir ton truc. Enfin, c'est possible. Aujourd'hui, plus qu'avant, je pense. Mais alors, encore une fois, il y a une offre infinie. Donc, les programmateurs, ils reçoivent 12 milliards de trucs, encore plus qu'avant. Ouais. Bah, ils sont noyés, en vrai. Hein. Donc, ils vont plutôt aller vers... l'auditeur aussi. Ouais, l'auditeur aussi, ouais. Mais du coup, oui, t'as moins ce phénomène de on se raccroche, y a peut-être un truc qui passe un peu plus vite. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut sortir des trucs plus souvent et peut-être pas forcément des albums.
mais plutôt des singles souvent, pour faire un peu tout le temps parler de toi sur les réseaux, machin. Alors ça c'est une stratégie de com. Moi, personnellement, c'est pas le truc qui me fait rêver quand je fais de la musique. Je pense pas stratégie de com, je pense pas tout ça. J'essaie juste de le faire, de suivre un petit peu les tendances pour voir comment font les autres. Même, on parlait de Radiohead tout à l'heure, voir comment ils sortent leurs trucs. Eux, c'est pareil, avant de sortir leur album de 8 titres, ils en sortent 4 en single, donc t'as déjà la moitié de l'album qui est sorti. Bon. J'essaye de suivre un petit peu ça pour pas être complètement trop largué et que les tuyaux orientent un peu tes trucs comme il faut. Mais franchement, c'est pas ce qui est le plus excitant à faire, quoi. Poster sur les réseaux et machin. Et c'est hyper chronophage, c'est hyper chiant. Je pense que ça emmerde beaucoup d'artistes. Ouais. T'es obligé d'essayer de te vendre. Bon, faut jouer un peu le jeu, sinon tu fais rien. Mais faut pas se laisser bouffer par ça. Et donc oui, les programmateurs reçoivent encore plus qu'avant, parce que maintenant c'est des liens internet. Avant, il fallait envoyer le truc. Donc ça demandait quand même un peu plus de démarche. Puis ils recevaient l'objet, ils visualisaient. Maintenant, ils reçoivent 25 mails par jour avec des liens. Je comprends que ils passent complètement à côté de plein de trucs super, parce qu'on peut pas tout écouter. Ils peuvent pas. Voilà, j'en connais un. Il fait. Très honnêtement, c'est un gars, je vais pas donner de nom, mais il écoute les 5 premières secondes du morceau, les 5 secondes au milieu du morceau, 5 secondes à la fin, et puis il passe au suivant, quoi. Et il se fait une idée comme ça. Mais parce qu'il essaye de tout écouter. Donc, c'est la même chose en littérature avec ceux qui reçoivent les maisons d'édition qui reçoivent les bouquins. C'est pas étonnant. Ils lisent la première page, la dernière page. Ouais, ça m'étonne pas. Donc oui, t'avais déjà ça un peu avant. J'ai bossé longtemps dans une salle de concert, donc je connais bien le milieu des programmateurs, pour avoir aussi bourlingué un peu avec eux en festival, là où ils faisaient leur marché pour les programmations de l'année suivante. Et c'était déjà comme ça dans les années 2000, mais c'était pas autant. Là, c'est devenu extrême, quoi. C'est devenu extrême. Et c'est pas déstabilisant pour un musicien qui a grandi au XXe siècle et qui a eu une autre idée de la musique et de la scène? Tu entends quoi? En tout cas, de l'objectif? L'objectif de... je sais pas, enfin... Si, parce que là, on est clairement noyé dans un océan. Ouais. On est un tout petit poisson quand on est un créateur de musique. Ouais. Et mais c'était déjà un peu le cas avant aussi. Mais c'est encore plus extrême maintenant, j'en reviens à ce que je disais. Mais est-ce que c'est déstabilisant? Non, c'est décourageant souvent, parce que t'envoies... tu passes énormément de temps à essayer de relancer des gars qui ont reçu 25 000 trucs, et tu sais que tu les saoules parce que tu vas les appeler, machin. Bon. Et au final, pour avoir 3 dates sur 500 envois, tu vois, enfin, ouais. 500 appels, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est un peu ce genre de ratio. Donc oui, c'est hyper décourageant, hyper chronophage. Donc effectivement, faire vivre le projet comme ça, c'est un peu compliqué. Donc pour ce qui est tu parlais tout à l'heure d'en vivre, t'as plein de façons, en fait, quand t'es musicien, artiste, ingé son, de vivre de ça. C'est notamment, de pas se cantonner à un projet. Tu peux avoir un projet que tu privilégies parce que c'est ton bébé, etc. Mais autour de ça, tu fais plein de choses. Quand j'ai commencé le son, au départ, j'ai bossé dans une salle de concert, donc j'étais en fixe. Mais après, quand je suis passé à mon compte, du coup intermittent, quand tu fais du son et de la zik et de la gratte, par exemple, je faisais aussi bien des plans studio en gratte que des plans studio à droite à gauche quand il y a besoin d'un assistant, d'un remplaçant. Tu complètes par des plans... Des piges alimentaires, quoi. Ouais, alors alimentaire, oui et non, parce qu'en fait, t'as des trucs... Ouais, t'as clairement des jobs chiants. Genre, au début, j'ai fait un peu de plans presta chiants, vraiment, où tu poses une petite console pour une cérémonie des vœux du maire, du machin... Ça, c'est vraiment pas marrant. Mais t'apprends plein de trucs. Au départ, t'apprends plein de trucs sur la presta, sur le son. Et derrière, j'ai fait beaucoup de choses pour... Alors, je vais pas nommer la boîte, mais c'est une grosse boîte française de presta. Un bon ami qui m'avait fait rentrer là. J'ai bossé quelques mois pour eux.
mais c'était pas vraiment mon truc. Mais j'ai appris beaucoup sur les systèmes de diff, sur comment qu'elle a. Voilà. Et au final, quand je me suis retrouvé à devoir faire le son du groupe de hip-hop dont je te parlais tout à l'heure, ouais. sur des gros festivals, j'ai fait la fête de l'UMA et Rock en scène avec eux. Pas mal. J'étais un peu moins déstabilisé sur des gros systèmes, tu vois. Donc tout est toujours utile et il faut pas négliger les petits plans, même dits alimentaires au début. C'est pour ça que quand tu me posais la question de comment on fait, quand t'es que artiste, musicien, c'est multiplier les projets, faire des plans, essayer de trouver des plans studio, des remplacements, parce que tu vas aussi apprendre, tu vas te nourrir, tu vas faire des rencontres, et puis c'est souvent super cool, t'as des trucs hyper intéressants à faire. Si tu te focuses que sur ton projet, c'est mettre tous ces œufs dans le même panier, et puis c'est pas safe. C'est pas safe, ouais. Enfin, puis personne fait ça en fait, en réalité. Personne fait ça. Parfois c'est toi qui chantes, parfois c'est Alexia, parfois c'est les deux. Comment ça se décide? Ça se décide pas en fait, c'est en fonction des... Enfin, ça se décide, mais c'est un peu au feeling. Là par exemple, les morceaux sur lesquels elle chante, là, les deux de l'EP, le premier, c'est parce que c'est elle qu'on était à l'origine, qu'elle avait calé des voix, des ambiances avec sa voix, etc. Donc on est parti là-dessus. Et le deuxième, j'avais fait une instru que je trouvais sympa, je lui fais écouter. Et puis celle qui spontanément me dit j'aimerais bien essayer un truc là-dessus, donc voilà, on est parti là-dessus et puis c'était cool. Quand tu composes sur quoi? T'as gratte ou un clavier? Essentiellement gratte, mais clavier et puis programmation. C'est-à-dire souvent je claviérise très approximative, très approximativement on va dire, et ça se termine par je replace tout bien comme il faut en MIDI. Parce que je suis pas claviériste, mais sinon je bosse aussi beaucoup avec un plugin pour tes auditeurs. C'est un petit logiciel qui se rajoute dans le logiciel principal, qui te permet d'avoir soit l'émulation d'un synthé ou d'une autre machine, soit d'un traitement sonore particulier. Et donc il y en a un qui existe depuis quelques années, qui permet de transformer l'audio de ta guitare en MIDI directement. Et donc tu peux jouer ce que tu veux, n'importe quel son de synthé, contrôler n'importe quel synthé avec ta guitare, ce que j'utilise beaucoup sur scène, parce que maintenant en fait t'avais déjà ça avant, mais ça marchait pas hyper bien avec des capteurs MIDI, maintenant l'amélioration des temps de calcul, des pros, etc. permet qu'en fait avec zéro latence t'as un truc très très propre avec donc t'as pas besoin d'investir, tu as juste ton jack et ton plug à 100 balles et ça te permet d'avoir tous les sons que tu veux sous les doigts. Donc je me sers beaucoup de ça parce que en plus c'est hyper créatif parce que c'est des sons que tu n'utilises pas du tout à la guitare normalement. Tu peux faire du piano, des nappes de cordes, machin. Et ça te fait jouer des choses différentes, quoi. Ça t'emmène ailleurs, ouais. Et donc et c'est même plus intéressant que de le faire au clavier parce que tu vas avoir au clavier sous les mains les accords classiques que tu utilises, machin. Et à la gratte, ça va te sortir des renversements d'accords que tu n'aurais pas naturellement utilisés au clavier. Et donc des sonorités un peu différentes, des couleurs un peu différentes. Donc on parlait de Nin en intro, ça me rappelle un peu ça, l'exploration. Et... Quel est l'état des ventes non digitales en 2024? Vinyle, CD, tout ça? Alors le vinyle, ça continue de monter. Ça marche pas mal, je crois. Ça continue de monter. Je me demande même si ça a dépassé le CD, je crois que si. J'ai plus les chiffres en tête, mais je les avais récemment parce que pour diverses raisons, j'étudie pas mal le secteur économique aussi du droit d'auteur, etc. Et effectivement, le vinyle est bien remonté en termes de vente, ouais. Le streaming génère aussi beaucoup plus de droits d'auteur chaque année. En fait, c'est assez exponentiel. Alors effectivement, ça reste très peu rémunérateur par rapport à si tu prends les artistes individuellement, par rapport au nombre d'écoutes. Et c'est un modèle économique qui est tellement différent que c'est même compliqué de le comparer avec celui d'avant parce qu'on peut pas
comparer de la vente de physique au stream, c'est un peu bizarre. Parce que personne n'a jamais calculé en moyenne combien de fois t'écoutais ton disque une fois que tu l'avais acheté sur un échantillon de 2 millions de personnes. Enfin, tu vois, donc, en fait, c'est très dur de comparer ce qui n'est pas comparable. Ce qui est sûr, c'est que c'est un modèle économique qui a complètement changé la vie des musiciens, des producteurs de musique, etc. Ça a eu des conséquences importantes sur plein de choses. Hein. Bon, c'est un peu de ça, c'est des sujets qui sont beaucoup discutés, donc c'est un peu des banalités ce que je vais dire, mais c'est vrai que la baisse des ventes physiques a généré une baisse des coûts de production que les boîtes étaient prêtes à mettre pour enregistrer un disque. Donc ça a généré une baisse du nombre de semaines réservées en studio pour un disque. Et moi, ça, je l'ai vu directement parce que j'ai monté mon studio en 2005. C'était déjà le début de la fin. J'avais encore espoir. J'avais essayé de lancer un positionnement qui était entre le studio vraiment basique et le gros studio que les artistes pouvaient pas se payer, en me disant que ça allait attirer ceux qui veulent un peu plus que leur home studio de l'époque. Qui veulent une grosse prod, mais qui n'ont pas les thunes pour... Ouais, enfin, qui veulent en tout cas un peu plus que leur home studio, qui veulent avoir la place de pouvoir faire une prise live correcte avec du bon matos, voilà. Mais qui sont pas prêts à foutre 1000 balles par jour dans une session, quoi. Et il y en a beaucoup. Et je sais pas aujourd'hui, alors on a vu plein de studios fermés, hein, même des piliers, en tout cas à Paris, des piliers qui ont fermé. Je pense à Davout, je pense à plein d'autres studios. Il y en a quelques-uns qui ont survécu, parce qu'en fait, le marché s'est resserré sur les quelques-uns qui avaient l'air assez solides à l'époque. Mais je vois pas mal récemment tu vois ça beaucoup sur les réseaux de mecs qui montent des studios, mais tu vois l'investissement, je vois ce que ça représente. Enfin, ils font des studios magnifiques en région parisienne. Avec les loyers de ouf. Avec des loyers de ouf, voilà, c'est ça. Tu te dis, mais... Ça va durer 6 mois. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Enfin, c'est quoi leur modèle économique? S'il dure plus que 6 mois, je sais pas comment ils font. C'est peut-être du blanchiment d'argent. Voilà, je me dis, soit c'est des mecs qui ont beaucoup de thunes et qui veulent se faire plaisir et donc qui ouvrent un beau studio et qui n'a pas vocation à être rentable, mais qui a juste vocation à exister, à accueillir, c'est très bien parce que ça permet de faire... Mais voilà, récemment, je suis allé... pour la prod d'un groupe que je mixe, un album qui va sortir en 2025, dans un studio qui est à Malakoff, qui est magnifique, qui est pas très grand, mais magnifique, avec un ingé son super, voilà. Et j'en ai peut-être un peu trop dit sur la localisation, je devrais pas dire ça, mais je sais à peu près combien les prix qu'il affiche et les prix qu'il fait payer vraiment pour avoir du monde chez lui, quoi. Ouais. Et en fait, il peut pas rentrer dans ses frais. Ou alors je sais pas comment il fait. Ou alors peut-être qu'il a d'autres clients qui payent beaucoup plus cher s'il bosse avec des prods, voilà. Mais globalement, c'est pas un modèle qui me paraît viable aujourd'hui. Et je conseillerais pas à des gens de monter un studio aujourd'hui, vraiment. À part pour faire un project studio pour soi, mais sans investir. À taille humaine, quoi. Ouais, un truc vraiment à taille humaine, ou pour un projet donné. Quand j'entends project studio, c'est un studio qui va être quasiment dédié que à un projet musical. Ça peut être ton projet, machin, et tu t'organises bien un truc avec le matos qui va bien, mais sans investir. Voilà, 200 mètres carrés en région parisienne. Enfin, voilà, c'est plus possible, quoi. Enfin, peut-être que certains y arrivent, mais il faut vraiment avoir les reins solides. Toi, personnellement, t'es consommateur de physique ou vinyle, ouais. Vinyle, ouais, j'aime bien. Pour l'objet, en fait. Je vais pas dire pour le son, parce que t'as certes... Alors, c'est le côté collègue. Ouais, c'est ça. C'est en fait, je me suis racheté ma discographie idéale en vinyle récemment, en gros. Hein, et... Parce que c'est vrai que t'as la pochette en grand, c'est mieux que sur CD, parce qu'elle est en grand, elle est belle, t'as un truc à manipuler. Ils font souvent des belles éditions maintenant, puisque c'est ça que les gens cherchent aussi. Et alors, t'as
souvent, malheureusement, des masterings qui sont pas faits pour le vinyle. En fait, ils ont juste passé le CD sur le vinyle, ils ont ou très peu retravaillé, ou même des mix qui en fait le mastering est inhérent au mix, c'est-à-dire que tu as un niveau de compression qui est tel parce que c'est comme ça que c'était dans le sens de la marche ces dernières années. Tu vas de plus en plus écréter le signal, bref. Ce qui fait que c'est pas du tout adapté au vinyle. Et c'est difficile de retranscrire ça. Ça apporte pas un son exceptionnel. Par contre, tu as sur certaines vieilles prods un truc que tu n'as plus sur les remasters, etc. et qui est complètement perdu. Alors, je vais changer complètement d'esthétique, mais l'autre fois, j'ai un vinyle de Madonna, un ancien, je crois que c'est celui où il y a Like a Virgin, Material Girl et tout ça, le truc un peu culte. J'adore ce vinyle. Le son est extrêmement dynamique. C'est un pressage de l'époque, tu vois. C'est pas je sais pas. Il y en a qui millésiment les pressages. Je vais pas jusque là. Et c'est quoi, c'est 86? Ouais, c'est par là, ouais. Et sur un peu par hasard sur le même système sur ma chaîne, quoi. Dans ma playlist, j'avais le même morceau qui passe. Et c'était tout plat, tout dégueulasse. Ah ouais. Et je me suis dit, c'est pas possible. C'est vraiment... Donc il y a vraiment eu un changement de mastering vraiment radical pour remonter le niveau. Je sais pas, pour plein de choses. Alors ouais, c'est peut-être un peu énoncé dans les aigus, c'est peut-être un peu plus de brillance et tout sur le remaster. Mais par contre, la pêche du truc est complètement écrasée, quoi. Et t'as pas envie de l'écouter. Enfin, c'est pas le même morceau pour moi. Enfin, vraiment pas. C'est pas qu'un truc de bobo de revenir au vinyle non, d'époque. Mais c'est un peu la loterie. C'est-à-dire que quand tu l'achètes, tu sais pas. Si les vinyles anciens pressages, oui, mais tu sais pas, ça se trouve sur Spotify, ils auraient pas fait ce remaster-là, ça passerait très bien. Enfin, sur les. Pardon, j'ai dit Spotify, mais sur Deezer ou sur d'autres. Ouais. Si le remaster avait pas été aussi dégueulasse, ça sera tout à fait écoutable. Enfin, tu vois, t'as plein de vieux trucs qui passent très bien sur les trucs de streaming parce que ça n'a pas été dégueulassé. Mais parfois, comme ça, t'as des trucs, ce truc-là, je vais le retrouver que sur le vinyle, quoi. Et voilà. Donc c'est assez exceptionnel, c'est assez rare, mais ça arrive, quoi. Et c'est toujours sympa. Ça participe à la collectionnite. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en vrai, donc, comme je te dis, c'est vraiment surtout pour l'objet et pour avoir le plaisir de mettre un disque, de l'écouter en entier et de pas zapper. Ouais, bien sûr. Voilà, tu le mets, parce que déjà, t'as la flemme de te relever, t'es dans ton canapé. Ouais. Tu vas pas changer toutes les 2 secondes. Déjà, quand il faut changer la face, c'est pénible. Donc, oui, c'est le côté rituel. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis tu écoutes l'album en entier, comme les mecs ont voulu le faire, ou les meufs, quoi. Ouais. Donc c'est cool. Ouais, même les pourris que t'aimes pas, t'es obligé de te les taper. Ouais, et tu découvres des trucs. Exactement. Parce que tu les écoutais pas avant, bon voilà. Peut-on encore vivre de la musique ? Faire ça à plein temps, j'entends. J'ai un peu répondu à ta question de tout à l'heure, mais... oui, on peut, mais... faut quand même pas mettre tous ces œufs. Voilà, faut multiplier les plans. Voilà. Et ouais. Si t'as beaucoup de chance, pendant quelques années, tu vivras que de ton projet principal que tu kiffes, ton projet artistique à toi, parce que tu vas faire 2 tournées en France et un peu ailleurs, des SMAC, que tu pourras être entièrement... c'est quoi un SMAC ? Les SMAC, pardon, c'est les salles de musique actuelles conventionnées. Donc, c'est généralement les salles qui ont les moyens de payer les artistes au cachet plein pot. C'est un peu plus rare dans les cafés-concerts. C'est un peu plus à l'arrache, mais heureusement qu'ils existent. Et c'est très bien que ce soit comme ça. Mais voilà, si t'as un son qui marche un petit peu, tu vas commencer à tourner beaucoup. Faire les festoches, etc. Là, oui, tu vis de ton projet tranquille. Hein. Mais combien de temps ? C'est ça la question, parce que, comme je te dis, c'est précaire. Ça va vite. Aujourd'hui, il y a plus de tarification. Ouais. C'est beaucoup plus rare. Un groupe, il peut marcher très très bien pendant 1 an, 2 ans, puis disparaître, mais pas parce que la suite est pas bien. Hein. C'est juste parce qu'un truc en chasse un autre, et voilà, tu vois. Et que il y a un public qui va continuer à le suivre. Donc voilà, mais t'auras pas le même niveau le même nombre de dates par an, le même. Voilà. Donc c'est
Ouais, il y a des effets de mode qui vont hyper vite. Ouais. Mais c'est possible. Enfin voilà, j'en connais et des groupes très bien et pas forcément des trucs commerciaux. Je pense par exemple à un groupe qui s'appelle Lizzy Strata qui fait d'une sorte de noise mat rock qui est hyper bien et qui cartonne. Et ils font une tournée monstrueuse là en France, un peu partout en Europe aussi. Voilà, donc c'est possible. C'est possible. Ça se voit encore. Je t'ai vu il y a 2 jours sur scène, on l'a dit. Ouais. Est-ce que la taille de la salle a un impact sur votre manière de jouer ? La taille de la salle, oui. On a parlé de la première partie que vous aviez fait pour Perturbator, Ouais. où il y avait genre du monde. Ouais. Voilà. Alors oui, ça. Enfin, ce qui va avoir un impact, c'est aussi, c'est pas tellement la taille, c'est le public, le nombre de personnes qu'il va y avoir. Alors effectivement, si t'as dans un tout petit lieu type le Truskel où tu peux mettre, c'est un petit café-concert sur Paris qui est très sympa. Tu peux mettre 20-30 personnes en se tassant bien. Tu joues pas pareil. Tu parles de l'énergie qui tu vas pas réagir tout à fait pareil. L'interaction avec le public va pas être la même que quand tu fais 500-600 effectivement comme on a fait en première partie de Perturbator. Tu gères pas la salle de la même manière non plus, enfin c'est pas la même mais au final t'envoies le même truc. Tu l'envoies autant quand t'es toi sur scène, tu fais pas la différence s'ils sont 3 ou s'ils sont 600. Par contre, c'est plus difficile quand ils sont 3. Difficile dans quel sens ? Renvoi d'énergie en Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, avec Nuit, ça nous est pas trop arrivé. Avec des projets d'avant, plutôt rock, metal, j'ai déjà fait des lives. Enfin, t'as 5 personnes dans la salle à tout péter, dans un café, au bout de la France. Tu sais même plus pourquoi t'es là. Et tu le fais parce que les mecs s'ils sont à fond, c'est cool. S'ils sont pas à fond, bah c'est moins cool. Est-ce que tu arrives à déconnecter et te dire je le fais pour moi quand même ? C'est plus dur. Quand t'en fais beaucoup, y a des moments où t'as un peu la flemme quand même, j'avoue, franchement. Ouais. Et quand t'as 4 personnes, 5 personnes, ça arrive pas souvent heureusement, mais ça arrive, et qui te renvoie pas grand chose, ou que t'es mal programmé. Des fois tu peux jouer devant un peu plus de monde, mais t'es programmé au milieu d'un truc qui correspond pas du tout à ton style. Surtout quand à l'époque je faisais des trucs plus extrêmes en termes de musique. Tu te sens un peu seul par moment. Enfin, des fois, t'as envie que ça se termine. Ça arrive. Mais globalement, c'est quand même plutôt rare, heureusement. Généralement, en tout cas, avec Nuit, on a fait que des trucs, même quand il n'y avait pas beaucoup de monde, où ça se passait hyper bien et on était toujours super contents de faire notre truc, quoi. Parce que c'est communicatif, parce que justement, comme tu te disais, il y a un renvoi d'énergie en face et que c'est de ça qu'on se nourrit. Enfin, c'est ça le plus important. C'est quand tu sens que ce que tu veux transmettre comme ambiance artistique fait tilt chez le public. Ça veut dire que c'est le besoin de connexion qu'on a tous en tant qu'être humain, je pense. Tu vois, c'est simplement... et puis la musique, c'est un langage. Ouais, c'est ça. C'est sentir que ce que tu dis, ça résonne chez quelqu'un et que voilà, c'est ce qu'on cherche. Du coup, tu préfères les grandes ou les petites salles ? Est-ce que tu dirais qu'il y a d'ailleurs Ça dépend ce que tu appelles grande et petite, mais à jouer, j'ai jamais fait sur scène, j'ai jamais fait plus de 500-700. En gros, les grosses smack dont je parlais. Alors, en tant que public, je préfère les petites salles, vraiment. Ouais. Petites ou au moins à taille humaine. Est-ce que ça dépend pas aussi du genre là justement? Je voulais te poser la question, est-ce qu'il y a une taille de prédilection pour ce genre musical? Pour notre genre musical, hein? Non, parce qu'en plus, nous, effectivement, on a beaucoup d'influences synthwave, mais c'est quand même très rock aussi. Il y a beaucoup de gratte, j'ai gardé beaucoup de mes anciennes influences. Puis Alex veut qu'on fasse des trucs plus bourrins aussi, et effectivement, ça marche mieux. Il y a un truc marrant, quoi. Donc, mais je sais pas, sinon, il n'y a pas une taille de salle idéale pour ce genre de musique. Dans ta tête, tu penses électro, tu penses tout de suite full. Ouais, c'est vrai. Mais alors... Nous, on propose un set qui est très vivant.
par rapport à des sets d'électro, même par rapport à Perturbator. J'adore ce que fait Perturbator, mais sur scène, c'est très figé. Ils sont sur 2 pratos, ils bougent pas, ils bougent derrière leurs instrus, t'as le batteur et lui, mais ils sont pas dans une communication, dans un truc. Nous, sur scène, on se déplace pas mal, on a un truc... bon, là, c'était une petite salle que t'as vue, mais globalement, on est quand même en plus dans une configuration live classique d'un groupe qui joue. Effectivement, pour les trucs de synthwave à la Perturbator, où beaucoup de choses sont basées sur le show, light, etc., ça marche bien dans une grande salle. Je pense que ça marcherait moins bien, quoique, je sais même pas. Ça marcherait moins bien Supersonic, mais... Ils pourraient pas installer tout leur bordel, ça c'est sûr, mais même le fait qu'ils soient un peu figés, etc., c'est peut-être moins efficace pour une petite salle. Ouais. Mais je pense pas qu'il y ait de vraie bonne réponse à cette question en réalité. Okay. Mais globalement, ouais, en tant que public, je préfère plutôt les petites et moyennes salles pour le son. Parce que dès que tu passes le cap des zéniths, etc., même s'ils sont vachement améliorés, un zénith Bercy, maintenant ça commence à pas trop sonner trop dégueu. Mais c'est pas ce que je viens chercher en fait. Moi je veux voir les mecs qui jouent, je veux voir ce qui se passe sur scène. Au Zénith, t'arrives à peu près encore à t'approcher, à voir à peu près ce qui se passe. Après, les grands festoches et tout, t'as un carré VIP de 200 mètres devant où tu peux même pas t'approcher. Enfin, ça me casse les couilles, quoi, franchement. Ouais, moi j'ai envie de te dire, ça dépend du style musical. Mon groupe préféré, Tool, donc, j'ai vu à Bercy, c'était gueudin. Mais parce qu'effectivement, tu parlais des lights, c'est psychédélique et tout, il y a une ambiance de malade. Mais par exemple, quand je vois Tom York dans un petit théâtre et il y a une proximité, c'est dingo. Donc voilà. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup les shows bien calés, etc. On a commencé à bosser aussi avec des lighteuses à l'occasion du show avec Perturbator, pour travailler le set light, etc., et avoir un truc un peu calé. Surtout qu'avec l'ASIC électro et les backing tracks qu'on utilise, ça s'y prête bien parce que tu peux synchroniser des trucs, enfin, c'est intéressant. Mais il n'y a rien que je préfère plus à regarder que les sessions studio enregistrées. Genre, je sais pas si tu vois les Live from the Basement. C'est du live, mais en studio. Je crois que j'ai déjà vu ça, oui. Ouais, tu trouves ça sur le net, mais c'est pas les seuls à l'avoir fait. Je crois que t'as quelques autres types de live filmés comme ça. Et je rêverais d'être en public dans ces trucs-là. Bon, après, ils sont tous au casse, donc en fait, ouais, mais non, mais à l'époque d'MTV, t'avais les Unplugged, notamment Nirvana, qui est hyper connu. Ouais, les Unplugged, c'est sympa aussi. Ouais. Nous, on s'est amusé à l'exercice avec Nuit. On a quelques covers Unplugged sur nos réseaux. T'as de la Synthwave Unplugged? Non, c'est pas de la Synthwave Unplugged. mais on a... Si, il y a un autre morceau qu'on a rec en Unplugged. Et sinon, le reste, c'est des covers, mais on a fait quoi? On a fait une Dépêche Mode, un Chelsea Wolf aussi, je sais pas si tu vois Chelsea Wolf. Non. C'est de la musique dark, noise et très éthérée. C'est une nana, je sais plus de quel pays elle vient. Mais c'est vraiment excellent. Elle passe bientôt en concert d'ailleurs. Je recommande à tout le monde d'écouter Chelsea Wolf parce que c'est vraiment très très chouette. Je pense que ça va te plaire, connaissant tes goûts. Ouais. Bah, si t'aimes bien Tom York et que t'aimes bien le synthwave, darkwave, je pense que tu vas trouver ton compte. Bah, je vais regarder ça alors, carrément, plaisir. À quel point tu penses que l'acoustique joue sur une prestation en général? En live, tu veux dire? Ouais. C'est quand même assez important. Alors, sur la prestation en elle-même... disons que l'acoustique du lieu va... alors nous, on est moins concernés parce qu'on est en ear monitor. Donc, c'est-à-dire qu'on a nos propres retours en oreillettes. Mais pour les groupes dont le son de scène est essentiellement constitué de leurs amplis sur scène, de quelques retours, d'une batterie, etc., là, l'acoustique va jouer beaucoup pour eux parce que si tu t'entends pas bien ou si tu t'entends de manière trop agressive, etc., tu vas pas jouer exactement de la même manière.
Si tu t'entends pas bien à la voix, enfin c'est un peu classique, mais tu vas avoir tendance à forcer, donc à gueuler plus. Ouais. Donc oui, ça va jouer un peu, ça va influer sur ta performance. Si tu t'entends pas bien aussi, si t'entends pas bien ta gratte, je sais pas, si t'es pas à l'aise, il y a une petite tension qui va se créer, donc tu vas avoir une prestation peut-être un peu plus énervée. Je sais pas, mais tu vois, ça peut jouer vraiment psychologiquement sur voilà. Et inversement, hein, voilà. Mais donc oui, ça a un impact, ouais. Juste avant le concert, tu m'as dit que vous aviez des merdes techniques et que vous croisiez les doigts pour que tout aille bien. Dans quel état d'esprit on est dans ces cas-là? Encore plus excité car tout peut arriver, ou ça rajoute au stress et au trac? C'est un peu les deux. mais oui, c'était en fait, il n'y a pas eu de problème. Mais en répète et en balance, on a eu une merde un peu aléatoire dont on n'arrivait vraiment pas à cerner la source. Ça faisait, qui faisait que ça coupait tout le son des synthés au milieu d'un morceau. C'était problématique. Donc la solution, c'était d'arrêter le morceau en cours de route et de faire un petit reset vite fait sur un truc, ou de terminer le morceau et sans les synthés. Donc pauvre Alexia qui était derrière sa synthé avec plus de son. Voilà. Donc c'était quand même compliqué. Mais en fait, il n'y a pas eu de souci. Mais effectivement, sur la fin, en fait, ça a rendu le set un peu plus piquant, je pense. Parce qu'on avait une petite tension. Ouais. On savait que ça pouvait arriver, donc on était sur nos gardes. Mais en même temps, à chaque fois, c'est con, hein, mais à chaque fois qu'on lançait un morceau et que j'entendais le son de synthé qui partait, j'étais là, yes. et on se regardait avec Alex, on est là, c'est bon. Voilà. Donc ça rajoutait un petit truc au set qui était rigolo. Mais est-ce que ça accélère le tempo? Du coup, tu veux vas-y. Non, parce que nous, on est sur des tempos fixes. Ok. Ouais. Ça peut être drôle. Il y a des trucs à pas faire avant de monter sur scène, genre manger une choucroute? J'ai une bonne anecdote là-dessus. Comment j'étais il y a il y a longtemps même avec un groupe de rock qui s'appelait Citadel, et on était un power trio, des super potes, et le batteur malheureusement est décédé entre temps, mais on était justement donc avec ce groupe sur une première partie dans une petite SMAC dans les Yvelines. Et il y avait au catering, il y avait poulet et petites patates cuites dans la graisse du poulet qui déchirait. Et on a bien mangé. Et notre batteur, Mike, paix à son âme, a ingurgité une quantité incalculable de ces pommes de terre. Et au milieu du set qui devait durer on avait une bonne heure là. J'entends derrière moi, c'est de la musique énervée, hein, donc entre deux morceaux, j'entends Fred. Je me retourne, il me fait. Et il avait la gerbe quoi. Il avait la gerbe totale. Il fallait qu'il sorte quoi. Il fallait qu'il sorte de scène, sinon il dégueulait sur scène. Et donc il m'explique ça vaguement. Et donc la sortie de scène était derrière un rideau noir, donc ça s'est pas trop vu. Et donc il sort, et là j'étais là comme un con, il va falloir que je meuble là. Et tu fais quoi, unplug ou... Ouais, j'ai fait, je sais plus ce que j'ai joué. J'ai joué un truc juste guitare-voix. Allez, a cappella, rien que pour vous. Ouais, c'est ça, voilà, complètement imprévu, un peu foireux du coup, parce que en plus j'étais en train de me marrer et de penser mec, ce qui se passait. Bref, donc voilà. Donc oui, à éviter de trop manger juste avant. Généralement, quand t'es en première partie, vaut mieux manger après, ou alors tu grignotes un peu avant pour pas tomber, quoi. Mais généralement, ce que fait tout le monde, c'est qu'on bouffe après, parce que sinon, c'est pas possible. D'ailleurs, tu sais combien tu consommes de calories? Absolument pas. T'as pas ton petit moniteur Non, ça c'est vraiment pas un truc. Ce serait marrant de checker, parce qu'à mon avis... Ouais, tu perds beaucoup de flotte. Je sais pas, en calories, tu perds pas mal. Ouais. Tu sors, t'es assez rincé en un live, généralement. Ouais. Surtout quand tu chantes, encore plus quand tu chantes. Ah ouais? Ouais. Parce que t'as un engagement physique supplémentaire. Alors les batteurs aussi, pas mal, hein, je pense. Mais guitare-chant, je trouve que c'est... Pour faire juste guitare, ou de temps en temps, ou guitare-chant, tu t'en chies. Hein. Enfin, vraiment, tu sors, t'es bien vidé. C'est qui pour toi les maîtres du genre? Les maîtres du genre? De genre synthwave? Ouais. C'est Carpenter Brut. Pour moi, c'est Carpenter Brut et Perturbator, les deux.
ceux qui m'intéressent le plus, quoi. Après, t'as plein de choses, hein, mais ceux qui vont me parler le plus, que je vais le plus retenir, dont je vais le plus retenir les morceaux, c'est eux. Ouais. Toi, t'as qui comme bonne... Daniel Deluxe, Ok. Mega Drive. Ah, Mega Drive, je connais pas. Ok. Ouais. On mettra les refs en dessous, comme ça. Ouais, carrément. C'était quoi ta diète musicale quand t'as grandi? J'ai grandi avec tous les groupes grunge des années 90, rock alternatif, les Guns au départ. T'as commencé par les Guns? Ouais, enfin en fait, si on remonte parce qu'on peut remonter loin, si on remonte à quand j'étais gamin, en fait j'ai commencé par le classique, parce qu'on peut peut-être commencer par là aussi, mais j'ai fait du violon pendant de mes 5 ans à mes 14 ans. Wow. J'avais un grand-père chef de chœur, donc ça vient aussi de là, la musique. D'accord. C'était un instrument que je subissais un peu, comme beaucoup à cet âge-là. Ouais, tu m'étonnes. Qui est en plus un peu ingrat, c'est un peu compliqué de sortir des sons jolis au début, donc quand t'es gamin, bon, c'est pas comme le piano où tout de suite, si t'appuies sur les bonnes touches, ça va. Là, le violon, tu mets 3 ans avant de faire un truc à peu près ça beau. doit être méga frustrant. Ouais, c'est frustrant. Puis t'étais un peu poussé j'étais un peu poussé par le grand-père. Voilà, bon, j'avoue que c'était. Mais bon. C'était pas un kiff, mais moi, ça t'a pas dégoûté de la musique? Ah non, absolument pas, parce que finalement, j'ai trouvé des moments où je kiffais, tu vois, qui n'étaient pas les moments académiques du tout. Et c'est ça qui est un peu dommage dans la musique classique. Mais alors, c'est un peu facile de le dire quand tu grandis, mais parce que quand il faut apprendre à un gamin, t'as pas forcément beaucoup de méthodes, même. Mais ce qui est important, c'est la notion de plaisir, quoi. Et il faut. Ça, on te l'enseigne pas trop. T'as l'impression qu'il faut que tu le trouves tout seul. C'est un peu comme un truc initiatique, tu vois. Tu dois trouver le plaisir tout seul pour commencer à comprendre pourquoi tu fais tous ces exercices chiants. Et ça, ils le font pas trop dans l'enseignement classique conservatoire que j'ai fait. En tout cas, à l'époque, ils le faisaient pas. C'est comme partout, je pense qu'il y a des excellents professeurs. Je suis pas tombé sur des excellents professeurs. Voilà. Mais par contre, oui, je suis pas allé au bout du conservatoire, mais le solfège, oui, c'est hyper utile après, quoi. Ça te donne les bases, théorie musicale. Quand j'ai commencé à écrire un peu aussi, j'ai commencé à écrire un peu de classique, parce qu'à un moment je voulais faire de la BO, donc je me suis un peu essayé au style. Ah ouais. Voilà, ça m'a beaucoup aidé, forcément, parce que j'ai ce background-là. Et donc, oui, au départ classique. Après, je suis tombé vaguement sur les vinyles des Beatles de ma mère, qui me sont pas restés du tout. Les Beatles, c'est pas du tout un truc que je kiffe aujourd'hui. Alors, contrairement à 99,9% de mes collègues qui ne jurent que par ça. Alors, effectivement, ils ont amené beaucoup de choses en prod et tout. Je reconnais volontiers la qualité de tout le travail des trucs. Mais alors, moi, ça me fait absolument rien. Ça me met pas les poils. Donc, j'ai pas écouté vraiment ça. J'ai eu une phase Michael Jackson. Bien sûr. Parce que il y a des potes à l'école qui m'ont fait découvrir, etc. Pareil, j'avais un pote qui faisait le moonwalk et voilà. du coup ça m'a intrigué, Voilà, et du coup j'ai fait qu'est-ce que c'est que ça. Et j'ai commencé le son avec ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai essayé de reproduire les trucs, les sons de Michael Jackson j'avais un petit synthé de balles. Et des magnétophones Fisher-Price, je sais pas si tu vois les gros magnétophones, voilà. Complètement. Il y en avait un à moi, un à ma sœur. En fait, j'enregistrais un truc, genre un beat avec la voix sur l'un. Ouais. Ensuite, je faisais play de ce que j'avais enregistré, je faisais rec sur l'autre en rajoutant une basse, un machin. Et donc, je faisais des empilages de pistes comme ça, sans savoir ce que c'était du tout, hein, tu vois. Donc, je découvrais un peu le son comme ça. Et puis, je me suis vite rendu compte que la première piste, au bout d'un moment, elle disparaissait, machin. Je me suis dit, ça serait bien qu'on puisse régler les trucs sans savoir que des années plus tard, je ferais ça, voilà, comme taf. Et c'est après, quand j'ai commencé la gratte à 14 ans, parce qu'il y avait toujours chez mon grand-père, une guitare qui traînait et que j'en avais marre du violon et que je me suis dit, mais la guitare, c'est bien. En plus, les trucs que j'écoute, il y a la guitare dedans, je vais essayer. Gratte sèche? Gratte sèche, ouais. Une guitare type flamenco, espagnol, machin. Trop bien. Que j'ai malheureusement défoncé entre-temps. Ah. Mais déménagement? Non, à force de bourriner dessus, de pas bien l'entretenir, parce que j'étais trop jeune. Prendre soin des choses léguées par les grands-parents. Exactement. Ah. Et ouais, donc quand j'ai commencé à faire de la zik en groupe avec d'autres potes du collège qui avaient des instruments aussi, et qui savaient jouer un peu,
tout de suite, je me suis posé la question comment on s'enregistre, quoi. Et c'était le premier truc. C'était moi tout de suite, le mec qui faisait les enregistrements. Bah ouais. Donc le son, ça est venu très vite comme ça. Sur cassette à l'époque? Ouais, on faisait ça sur cassette avec des sortes de petits multipistes, 4 pistes, puis on bidouillait, on arrivait avec 2 trucs, on arrivait à en avoir un peu plus, enfin voilà. Et puis assez vite, les ordis sont arrivés quand même si c'était pas, ça n'avait pas la puissance de maintenant, c'était un peu compliqué, mais on arrivait à bidouiller des trucs assez vite sur ordi. Voilà, et ouais, tu me posais la question de mes influences. Donc ouais, à la grade, c'est les Guns au départ, les Guns, Hendrix. J'ai commencé par là, regardant des vidéos de Slash ou des vidéos de Hendrix jouer, à essayer de refaire pareil. Tu sais qu'il a une chaîne YouTube Slash. Il a une chaîne YouTube. Ouais, De toute façon, je le suis beaucoup sur ce qu'il fait, mais je savais même pas qu'il avait une chaîne YouTube. 8 millions de vues, ses vidéos. En général, il fait des duos avec des restas, quoi. Écoute, tu vois, je savais même pas. Ouais. Je vais le voir bientôt, ouais. Zénith, dans 3 jours. Là. Enfin, et ouais, j'ai commencé avec ça. Tu feras gaffe, il sera caché derrière ses cheveux et son chapeau. Ouais, le chapeau, il l'a toujours, mais plus la clope. Et puis beaucoup les sons, Soundgarden, Nirvana, Foo Fighters de cette époque-là. Voilà. Puis après, les sons un peu nouveaux, type fusion, genre Rage, Korn, qui a ramené le néo-metal un peu. J'ai toujours aimé les sons un peu produits et à la fois bruts, quoi. Et même dans mon boulot de réalisateur, après, producteur, ingé son, c'est toujours ça un peu qui m'a drivé. J'ai toujours aimé quand c'était à la fois très produit, mais que t'avais l'impression que les mecs sont dans la pièce. Ok. Et que ça triche pas. Tu vois, que alors, contrairement à ce que je fais moi quand je fais des prods, mais ça, j'aime pas quand il y a des tonnes de couches empilées. Pourtant, moi, j'empile plein de couches. C'est très contradictoire. Mais par contre, quand je bosse pour les autres, j'essaye de trouver un truc, un équilibre qui fonctionne, une énergie, de les driver plutôt sur la façon dont jouer tel ou tel plan pour que ça fonctionne avec peu de choses. Et c'est ce genre de son que j'aime travailler, que j'aime faire quand j'enregistre des groupes, quand je les produis, quoi. Ouais. Quel est l'objectif à moyen long terme avec Nuit? Il n'y a pas d'objectif précis pour nous. L'idée, c'est que le projet vive le plus possible et qu'on le partage le plus possible. Donc effectivement, c'est de développer un public plus large, parce que c'est comme ça que tu partages plus, que tu joues plus sur scène. Moi, je serais heureux si on joue souvent sur scène, qu'on se balade un peu en Europe, faire des petits clubs dans les pays du Nord, en Europe de l'Est, à Berlin, ce genre de choses. Ça me ferait vraiment kiffer. Voilà, ça c'est l'objectif à court moyen terme, quoi, on va dire. C'est jouer plus souvent, et puis partager ça avec le plus de gens possible, et se nourrir de ce que nous renvoie le public pour faire plus de trucs, avoir de nouvelles idées, essayer d'explorer d'autres trucs. Voilà. Ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, je trouvais qu'il y avait une belle marche, pourrait presque de franchie entre les deux EP, entre le premier et le deuxième. Ils sont très différents, ça c'est sûr. Ouais. Mais même, je l'ai trouvé plus... c'est pas une histoire d'inspiration, c'est une histoire de... un peu plus couillu, plus expérimental, mais dans le bon sens. Vous allez plus loin dans vos idées. C'est comme si vous aviez eu des idées avant, et vous n'alliez pas les pousser jusqu'au bout. Non, mais c'est exactement ça. En fait, on a commencé à trouver ce qui marchait bien entre nous, notre identité sonore, l'alchimie qui se passait entre nous. Après le premier EP, parce que le premier EP, je l'ai quasiment composé tout seul. Ouais. Après, Alex, elle est venue faire des trucs d'arrangement, me proposer d'autres trucs et tout. Mais elle l'a pas coécrit, quoi. Et donc ça venait des trucs de mes morceaux Covid, là, dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Alors que le deuxième EP, c'est vraiment un travail à deux. On a compris ce qui nous plaisait, ce qui nous plaisait pas, comment on fonctionnait pour... voilà. Et on a compris aussi, tu vois, sur scène, en testant un ou deux des morceaux de cet EP-là, ce qui plaisait, quoi. Ce qui fonctionnait, ce qui résonnait.
Et un morceau comme Mythe, là, le morceau où chante Alex, il cartonne à chaque fois sur scène. On s'est dit, en fait, ça, là, on a trouvé un truc qui est un peu original, qui est vraiment très personnel. C'est vraiment nous, on nous reconnaît, mais c'est pas vraiment déjà entendu ce mélange. Sans être hyper prétentieux ou quoi, c'est juste on a trouvé notre petite sauce à nous, tu vois. Donc c'est hyper chouette pour moi, et un groupe est né sur le deuxième EP, tu vois. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. Avant, tu sens vachement les influences. Parce que à la base, comme je te disais, je testais des trucs. Ouais, vous y alliez à tâtons, enfin c'était... Ouais, mais je testais mes synthés, j'ai écrit les morceaux comme ça pour tester les synthés, donc il y a un peu de Depeche Mode, il y a un peu de Nine Inch Nails, il y a un peu de trucs comme ça, mais pas bien digéré, tu vois, c'est un peu plus... alors que le deuxième EP, voilà, on a trouvé un truc à nous, on en est super content d'ailleurs, c'est pour ça que on est impatient de la suite, parce qu'on sent qu'on va s'amuser à créer la suite. Ouais, bah écoute, je vous le souhaite parce que ça se voit, c'est bien parti en tout cas. Je te remercie. En conclusion, on vit dans une époque où produire de la musique n'a jamais été aussi accessible, et en même temps où le système qui a fait vivre les musiciens et les maisons de disques pendant des années s'est effondré. Que penses-tu de ce paradoxe ? As-tu l'impression d'évoluer dans la bonne époque, ou au contraire, te dis-tu, ça aurait été tellement cool de vivre dans les années 80 ? Alors, on rejoint un peu le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, la première partie de la question, je pense que j'y ai déjà répondu. Si tu veux, je peux revenir un peu dessus. Mais, non, c'est bon, ouais. mais oui, effectivement, ça n'a jamais été aussi accessible, et je trouve ça à la fois très bien. Comme on le disait, un peu nuit à la rentabilité de certains studios. Mais est-ce que le but c'est qu'il y ait plein de studios rentables partout ? Est-ce que le but c'est qu'il y ait plein de bonnes musiques qui sortent ? Voilà, bon, il y aura toujours besoin de certains studios pour certaines choses, tu vois. Et quand tu veux enregistrer en live 5 instruments, il te faut un beau studio avec la place, avec l'acoustique qui va bien. Voilà. Tu veux faire des prods électro, t'as pas besoin d'un studio, tu peux faire ça dans ta chambre. Et même avec du matos analo pourri, les premiers Daft Punk, ils ont été faits avec du matos pourri, quoi. En vrai, hein. Et un ordi, c'était pas d'autres groupes électro de l'époque qui avaient 200 000 € de matos pour faire un album aussi très bien, mais voilà, on peut faire avec les deux, en fait. Il n'y a pas de règle. Et non, c'est très bien, en fait. C'est très bien, et ça fait qu'on a plein de trucs à écouter, et que il y a plein de trucs desquels on peut se nourrir, échanger, voilà. Le modèle économique qui fait moins vivre, oui, mais en même temps, on peut toujours, comme je le disais, évoluer en tant que musicien, artiste, ingé son, et arriver à vivre de ça. Je précise que moi, j'en vis plus aujourd'hui. C'est plus mon métier depuis quelques années. Je fais complètement autre chose, mais pas pour des raisons financières, parce que j'avais envie de changer. Mais j'en ai vécu pendant 15 ans, donc c'est possible. Et sans être absolument... sans avoir un projet qui cartonne, tu vois, tu peux faire plein de choses. J'ai oublié la dernière partie de ta question, qui était celle-là à laquelle je n'avais pas répondu. As-tu l'impression d'évoluer dans la bonne époque ? Où est-ce que je me dis, j'aurais bien aimé voir, mais c'est une époque intéressante aussi, celle dans laquelle on est, en fait. Donc non, j'ai pas de... T'as pas peur d'être noyé ? On parlait de l'océan, de l'image de l'océan. Si, on a... dans la foultitude d'offres. Bien sûr, il y a plein de projets. Ça peut être très décourageant, parce que quand tu écoutes plein de trucs super, tu te dis, il y a ça aussi, comment je vais me... Mais en fait, il faut pas le voir comme ça. Comme je te disais, il faut pas essayer de se dire il faut se démarquer. Je pense qu'on n'est plus dans une logique concurrentielle où il faut qu'il y ait un artiste meilleur qu'un autre et qui se starifie, etc. Mais plutôt dans un truc où le rôle des musiciens, c'est plutôt... ça va être plutôt local, plutôt... voilà. Et s'il y a un truc qui cartonne parce que ça résonne chez plein de gens, ça se fait souvent par capillarité maintenant, et moins... D'ailleurs, les maisons de disques, ils signent plus de trucs qu'ils vont développer, ils signent que des trucs qui ont déjà développé leur audience. Enfin, c'est un peu... j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, quand ça fonctionne aujourd'hui, c'est un fonctionnement qui se fait par capillarité grâce au réseau, mais c'est pas parce que les mecs sont des pros de la stratégie du réseau. Alors oui, t'as quelques-uns qui ont un peu de chance parce que t'as un son qui est tombé sur une synchro, un machin qui fait que... Mais globalement, c'est souvent parce que c'est bien. Je pense à des mecs comme... comment il s'appelle, là, un duo pareil, qui est basé... qui fait de la new wave, mais avec des textes un peu...
un peu percutant français, la Gwendoline, je sais pas si tu vois ce truc. Non. Ils ont mélangé de la new wave avec du texte un peu percutant et ça cartonne. Moi, je suis pas un grand fan parce que, enfin, leur son est bien fait, mais assez balisé. Tu vois, c'est vraiment de la new wave classique. Mais par contre, le mélange avec du texte un peu français est bien. Je sais pas, un peu délire, un peu caustique, et pas mal. Et voilà, et c'est très bien que voilà, ça fonctionne. Je les ai vus au Supersonic il y a pas très longtemps, hein, il y a 6 mois. Maintenant, ils tournent partout. Okay. Voilà. Et donc, tu peux être noyé, tu peux avoir des beaux petits succès comme ça. C'est pas. Il n'y a pas cette sensation d'arriver après la bataille, quoi. Non. Il peut y avoir cette idée-là par moment. Enfin, ça nous a. Tous les musiciens que je connais qui ont grandi dans l'époque starification, etc., ça nous a tous traversé l'esprit à un moment. C'est-à-dire que, effectivement, tu as les projections que tu te faisais quand tu étais gamin. Après, tu as la réalité parce que tu grandis et c'est normal. Et puis, l'objectif, c'est pas ça, en fait. L'objectif, c'est de sortir des sons qui te plaisent, de pouvoir les partager. Donc, à partir du moment où tu as ça, après, généralement, ça suffit, tu vois. Ça suffit. Et si tu arrives en plus à en vivre confortablement, c'est encore mieux, mais c'est plus rare et c'est pas forcément ce que je recherche les gens qui font du son aujourd'hui. Hein. Je crois pas. Je crois pas. Enfin, et j'espère pas. Enfin, il y a toujours, je pense, que quelques-uns qui s'imaginent. Ouais. Et l'intelligence artificielle? Ah ouais. On en parle ou pas? Ouais, on peut en parler. Non, je sais pas, comment toi tu le vois arriver Bah, là, j'ai vu récemment, c'est marrant, il y a encore un pote qui m'a envoyé un pote ingé son qui m'a envoyé un truc, qui me demande si j'avais testé les trucs de mix par intelligence artificielle. Alors, j'ai pas testé parce que moi, j'en ai pas l'utilité, mais et que pour le moment, je suis allé voir quand même les démos, leur avant-après. Autant pour le mastering, tu te dis ça peut aller vite et faire des trucs assez corrects. C'est d'ailleurs, il y a plein de boîtes qui le font depuis des années. Enfin, c'est pas de l'IA, c'est de l'algorithmie il y a un peu d'IA pour du deep learning avant sur la masse de données pour pouvoir bien traiter après ta stéréo. Mais pour du mixage, c'est-à-dire faire des choix artistiques. Quand tu as une quinzaine de pistes, pour faire simple, parce que tu as des projets qui peuvent monter à beaucoup plus. Des fois, pour une guitare, tu as 3 pistes parce que tu as 3 micros. Enfin, ça devient... ça me paraît encore pas possible. Voilà. Enfin, si, c'est possible, ça va te donner un résultat, mais en fait, tu t'enlèves la partie artistique dedans, tu t'enlèves les choix. Alors l'IA va faire un choix, hein, forcément, parce que t'as pas un choix. Le mixage, t'as quand même vraiment une grosse partie artistique où tu peux avoir plein de solutions possibles. T'as pas une solution possible qui est bien pour un mixage musique, t'en as des centaines. Mettre tel truc plus en avant, tel truc moins en avant sur telle ou telle partie, foutre des effets, pas d'effets. Et ça, c'est quand même... là, ça fait partie de la création, c'est comme la composition. Alors, t'as des IA qui composent, mais elles composent des trucs qu'on a déjà entendus, tu vois, t'as peu de surprises. Peut-être qu'un jour, on arrivera mais je pense qu'on n'y est pas encore, à une forme, parce que ce que les mecs je sais plus comment ils appellent ça, à partir du moment où t'as un certain stade où dans les concepts philosophiques de l'IA, t'as soit une sorte de prise de conscience, soit une sorte de singularité qui fait que, en fait, ça arrive à un niveau de conscience que nous, on n'imagine pas vraiment, ou qu'on voudrait calquer sur le cerveau humain, mais qu'on peut pas, mais qui serait encore autre chose. Et là, peut-être qu'il pourrait y avoir des trucs créatifs intéressants, peut-être même très flippants. Sûrement ça arrivera un jour, mais aujourd'hui là les démos que je vois en gros c'est des trucs de trap où t'as 3 pistes, c'est ça qu'ils font en démo. Donc en fait t'as les sons aigus qui sont un petit peu améliorés, les sons graves qui sont un peu gonflés, la voix qui est passée dans l'autotune, enfin pas forcément autotune comme on l'entend, mais juste en correction de hauteur pour que le mec qui chantait pas très juste chante juste, des corrections temporelles. Donc ça te fait tout ça un peu automatiquement.
Ça fonctionne hein, sur des trucs simples que j'ai entendus, mais les démos ne sont que sur des trucs simples, curieusement. J'ai pas vu de démos sur des trucs avec une instrumentation un peu chargée ou des trucs un peu plus acoustiques. Là, c'était très électro, plus des voix. Bon, ça arrivera, hein, mais... Tu t'en inquiètes pas? Je m'inquiète pas. Peut te faire remplacer par des robots. Non, parce que comme je te dis, il n'y a pas une solution pour un mixage. T'en as 100. Donc l'IA, elle va t'en proposer 1, 2, 3, ok. Mais si ça sera jamais ce que tu veux exactement. Enfin, tu vois, ça sera jamais comme tu. Ça peut peut-être accélérer le process. Si c'est utilisé intelligemment dans les outils de mixage, peut-être ça peut accélérer le process. Par exemple, te cleaner toutes tes pistes automatiquement, t'enlever les plosives qui font chier, les trucs, tu vois. En gros, t'as un batch machin qui va tout te cleaner, te faire les corrections en temps et en justesse sur les pistes que t'as sélectionnées. Et ça, on peut déjà l'automatiser aujourd'hui, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle. Non, c'est pas l'IA, Mais bon, c'est ce que font les trucs d'IA qui sont proposés en ligne. En gros, ils ne font pas autre chose que ça, en fait. Hein. Donc, je sais même pas si c'est de l'IA, d'ailleurs, t'as raison. Hein. C'est peut-être juste de l'algo de base, mais ils vendent ça comme de l'IA parce que tout le monde fout de l'IA partout maintenant. Exactement. Ouais. Mais bon, ça fait quand même l'apéritif de... fait l'apéritif, ouais. À quelle sauce on va être mangé, en fait. Mais j'ai pas... Enfin, vu que c'est un processus très créatif, j'ai pas trop peur, tu vois. Après, que des gens qui ont besoin d'avoir rapidement un résultat parce qu'ils font un son qui, par exemple, est que illustratif. Tu vois, je vais te prendre l'exemple à l'inverse, l'exemple des illustrations, hein, où là, on est en plein dedans et où les illustrateurs sont vent debout, etc. Il y a plein de groupes qui utilisent de l'IA pour leurs pochettes. Bah ouais. Et ben nous, on l'a fait sur le dernier EP de Mythe. Ouais. C'est un truc d'IA, mais après, on l'a recadré, redécoupé, machin. Parce qu'on savait pas avec qui bosser et parce qu'on n'avait pas la thune, quoi. Ouais. Oui, tu veux dire que ça enlève pas un job à quelqu'un? Non, si j'avais eu la thune, voilà. D'ailleurs, si en plus, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on a bossé avec très à l'arrache au dernier moment avec un illustrateur, mais le projet ne nous a pas plu, mais on l'a payé quand même. Tu vois, on avait convenu d'une petite somme, mais le projet ne nous a pas plu. Et comme on était à la bourre, on a pris l'autre alternative qu'on avait. Mais si on avait eu le budget... Sur celle d'avant, c'était un illustrateur, c'est un photographe, dont on a repris la photo qu'on a retravaillée, je l'ai contacté, je l'ai payé, voilà. C'est pas je pense que ça enlève pas le job à partir du moment où il y a le budget pour, tu vois. Je pense pas que des gens vont... Enfin, c'est quand même plus sympa d'avoir un truc où tu peux communiquer avec quelqu'un, lui faire passer ce que tu veux, qui te propose un truc, voilà. Mais quand tu as besoin rapidement d'un truc, c'est comme, je sais pas si tu mets de la musique sur tes podcasts, mais moi je vois plein de vidéastes YouTube qui ont besoin d'illustration ou de musique. Ceux qui ont des grosses chaînes qui cartonnent, ils peuvent se payer des trucs sympas. Ceux qui démarrent, il faut bien qu'ils fassent tourner la boutique. Donc, s'ils utilisent de la musicomètre, tu vois, t'as la musicomètre aussi. Et maintenant, t'as de la musicomètre générée par IA, t'en as plein. Moi, je vois pas d'inconvénient, parce que de toute façon, ils m'auraient pas payé pour faire leur zik. Parce qu'ils ont pas l'argent pour. Je suis pas complètement sûr que ça soit un vrai problème d'un point de vue économique. Peut-être, mais je maîtrise pas le sujet suffisamment en termes de masse, tu vois. On se rendra peut-être compte, pour les illustrateurs, ça on le saura vite. S'il y en a beaucoup qui disparaissent à cause de ça. Enfin, qui disparaissent au sens professionnel. Ça, on le verra vite. Mais pour la zik, la musicomètre a jamais empêché que... Tu vois, la musique libre de droit, qui existe depuis des années, en fait, c'est des mecs qui font ça. Alors, c'est des mecs qui sont payés pour faire de la musicomètre, mais ils sont vraiment pas payés cher. Et ils gagnent que 3 fois rien, ils ont pas de droit. Et pourtant, c'est utilisé dans plein de docus, dans plein de trucs, quoi. Et ça, je pense que, voilà, si ça a pas tué le job des autres compositeurs de BO ou des trucs comme ça, tu vois. J'espère. Je pense pas. Que l'univers t'entende. Bon, merci Fred d'avoir bien voulu causer musique avec moi. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est très sympa.
Plaisir. Allez, salut l'artiste. Salut.